Bonjour, bienvenue sur Foot Normand, bienvenue pour un nouvel épisode du débrief, le 21e de la saison. Et oui, on se rapproche lentement mais sûrement du dénouement, que ce soit en National 2 ou en National 3. Pour ne rien vous cacher, il était prévu au départ que nous tournions cet épisode depuis le stade Jean Dasnias. Il y a eu quelques images d'ailleurs de tournée, mais finalement nous avons changé nos plans. Le FC Dieppe étant en lice pour la montée, pouvant la valider la semaine prochaine. C'est lors de l'épisode 22 finalement que nous tournerons depuis l'antre des Harengs. On a un programme assez dense. Je viens d'ailleurs de vous révéler que le FC Dieppe n'a pas validé ce week-end sa montée en National 2. Et d'ailleurs de National 2, il va en être question tout de suite dans la première partie. La première partie consacrée au National 2 avec des rendez-vous divers. L'AS Villers dans le groupe C, l'US Grandville dans le groupe B en quête d'une victoire essentielle pour s'accrocher encore un peu à un espoir de maintien. L'US Avranches de son côté dans le groupe B également. Déplacement chez les Voltigeurs de Châteaubriand. L'US Avranches qui doit à tout prix s'imposer pour espérer encore jouer les troubles-fêtes au sommet. Thomas Bèze s'est penché sur le week-end en N2. L'US Grandville qui reçoit donc Locminé pour cette 24e journée au stade Louis Dior sous un beau soleil. Et ce sont les Grandvillais qui vont se porter les premiers à l'attaque avec cette frappe qui est malheureusement trop croisée et qui fuit le cadre de quelques centimètres. Quelques minutes plus tard, c'est une erreur de Ibrahim Assi, le gardien de Locminé qui n'arrive pas à dégager. Ça ne profite pas à l'attaque grandvillaise. Plus de peur que de mal pour les Bretons. Au retour des vestiaires, on aurait pu assister au but du week-end avec Kenny Herbin. Le contrôle, la bicyclette est magnifique, mais au final, c'est peut-être l'arrêt du week-end, celui de Ibrahim Assi qui se rattrape de sa petite erreur en première période. Grandville qui continue d'attaquer avec un ballon qui est fuyant. Le gardien qui le repousse tant bien que mal. On n'arrive pas à reprendre ce ballon et c'est la défense bretonne qui se dégage. Les Bretons qui auront aussi l'opportunité de mettre le danger devant la cage de Paul Rollet avec cette tête qui passe juste au-dessus. Mais ce sont les Grandvillais qui continuent d'attaquer. Et cette fois, la reprise de Mickaël Latour qui fuit le cadre. Dans les dernières minutes, Kenny Herbin qui aura sur coup franc l'opportunité d'ouvrir le score. Mais c'est une nouvelle fois la vigilance de Ibrahim Assi en deux temps qui vient repousser l'attaque grandvillaise. Une dernière opportunité peut-être avec ce face-à-face remporté une nouvelle fois par le gardien breton. Décidément on n'y arrive pas du côté de Grandville. Score nul et vierge 0-0. Et on en profite également pour remercier le club de Locminé qui nous a fourni bien gentiment les images de la rencontre. Malheureusement nous n'avons pas les images de la rencontre entre Châteaubriand et l'US Avranches. Score de 1 partout au bout de 90 minutes avec un but de Zourab Sopromadze, son 4e de la saison. L'AS Villers reçoit au stade André Salès le dauphin du groupe C de National 2, le FC 93 Bobigny, qui a vu il y a quelques jours le FC Fleury 91 reprendre les devants dans ce championnat en remportant son match en retard à Épinal. Et ce sont les Franciliens qui vont se procurer la première occasion avec ce ballon en profondeur et la frappe qui manque le cadre de quelques centimètres. Un premier avertissement pour les joueurs de la Côte-Fleury qui vont répondre quelques minutes plus tard avec ce ballon dans la surface de réparation. Il y a un accrochage sur Omar Conté et c'est le penalty qui est désigné par monsieur l'arbitre. Penalty que va se charger de tirer Thierry Lemaître. Et le numéro 10, Villersois qui ouvre le score à la 11e minute de jeu. 1-0 pour les locaux. Avec cette transformation qui ne laisse aucune chance à Oumar Sissoko. En seconde période, le FC 93 Bobigny qui va mettre ce ballon dans la surface de réparation. On joue la 49e minute de jeu. La petite remise est parfaite pour Seyhan Keita qui vient égaliser 5 minutes après le coup d'envoi de cette seconde période. Donc on revoit la remise parfaite et la reprise en première intention. Gaëtan Boirou qui ne peut rien faire. Bobigny qui va mettre un frisson dans les travées avec ce ballon qui frôle le cadre. La réponse des Villersois sur coup de pied arrêté avec notamment ce coup franc repoussé tant bien que mal par Oumar Sissoko. On joue les dernières minutes, le ballon qui traîne dans la surface de réparation. On a du mal à se dégager, ça revient aux abords. La frappe et le sauvetage sur la ligne de la défense normande.
Il y aura peut-être une dernière opportunité avec Mamadou Kaloga qui lance en profondeur. On est un peu esselé au front de l'attaque villersoise. On va peut-être obtenir une faute, mais non, on obtiendra seulement le point du match nul, un très bon point face au FC 93 Bobigny. Que des matchs nuls donc dans ce week-end de compétition, des matchs nuls au goût amer pour l'ensemble de nos formations. L'US Avranches qui perd du terrain, l'US Granville et l'AS Villers qui voient s'envoler de précieuses unités. Ce que je vous propose, c'est tout simplement comme d'habitude de faire le bilan sur le week-end écoulé, de voir les conséquences au classement et de nous projeter sur la prochaine journée, la semaine prochaine. Deux matchs nuls pour nos formations normandes ce week-end, mais des matchs nuls qui ne font avancer ni Avranches ni Granville, des matchs nuls donc au goût amer, particulièrement pour les Corsaires. Dans la première partie de tableau, il est à noter les victoires de l'US Saint-Malo et du Stade Briochin qui caracolent en tête, et les Girondins de Bordeaux qui retrouvent la voie du succès du côté de Saint-Privé-Saint-Hilaire. Saint-Malo 1 point devant le Stade Briochin, les Girondins de Bordeaux de nouveau 3e, voilà les équipes de tête. L'US Avranches qui accuse un retard désormais conséquent de 8 points sur la première place à 6 journées du terme. Ça risque d'être compliqué de jouer la montée pour les hommes de Michel Audrin. Ça risque aussi d'être compliqué pour l'US Granville, à moins d'un final étourdissant, d'accrocher le maintien. Ils ont 7 points de retard, les Granvillais, à 6 matchs du terme. La semaine prochaine, ils devront à tout prix s'imposer chez la seule formation qui est derrière eux au classement, le Poiret sur Vie. Dans le même temps, l'US Avranches recevra Blois. Gros choc à prévoir entre Bordeaux et Saint-Malo, tandis que de son côté, le Stade Briochin sera du côté de Bourges. Beau match nul pour l'AS Villers face au deuxième du classement, Bobigny. Bobigny ralenti dans la quête de la montée, Fleury qui en profite avec une victoire 3-0 sur le terrain de Thionville. Les joueurs de Fleury qui prennent donc une sacrée option sur la montée en nationale. À 6 matchs du terme, ils comptent 8 points d'avance désormais. Ça semble quasiment fait pour le leader du championnat. Pour trouver trace de l'AS Villers dans le classement de ce groupe C, il faut encore et toujours descendre dans la zone de relégation à la 15e place. Ils n'ont que 16 points, 11 unités de retard sur la ligne de flottaison. Ça semble difficile évidemment de contrecarrer ce qui semble inéluctable, à savoir un retour en National 3. L'AS Villers qui tentera de se battre jusqu'au bout, à commencer par le déplacement à Agno la semaine prochaine lors de la 25e journée. Fin de la partie National 2, on se tourne tout de suite vers le gros morceau, le National 3. On va commencer donc, comme on le disait tout à l'heure, avec le FC Dieppe. Ce week-end, les Harans pouvaient valider leur montée en National 2 si d'aventure ils s'imposaient à domicile contre le Pays du Valois et que dans le même temps, la réserve du LOSC s'inclinait quant à elle face à Drancy. Ce n'est pas ce qui s'est passé. La réserve du LOSC s'est imposée 2-0, mais les Diepois aussi. Avant de découvrir un petit peu quels sont les enjeux d'ici à la fin de saison, je vous propose aussi de découvrir le résumé du match. Ça aurait pu être la conclusion pour le FC Dieppe ce week-end. La réception du Pays du Valois n'aura été qu'une étape de plus finalement vers l'inéluctable la montée en National 2. C'est assez clair et limpide maintenant, d'autant plus après le succès de ce week-end. Ça a mis du temps à se dessiner, une première période globalement ennuyeuse avec quelques tentatives dieppoises, le plus souvent venues de la droite, le côté où Rémi Chombard a tenté de nombreux centres. Sur celui-ci, Quentin Stoclet est en pleine forme cette année en 2025, qui n'accroche pas le cadre. De manière générale, les Dieppois qui ronronnent et qui auraient peut-être pu bénéficier néanmoins d'un penalty sur cette action. Il n'en sera rien, mais il y aura derrière une autre possibilité de s'offrir une situation justement sur penalty avec une superbe remontée de balle. Vous allez le voir, c'est Quentin Stoclet là qui passe la ligne de médiane, le buteur en grande forme qui joue les porteurs d'eau, inarrêtable sur son côté. Il trouve encore l'énergie pour accélérer et se fait faucher au cœur de la surface de réparation. Il y a évidemment penalty, c'est indiscutable, et c'est Quentin Stoclet qui se charge de la sentence. 1-0 pour le FC Dieppe. À ce moment-là, on ne sait pas vraiment ce qui se passe du côté du LOSC, mais les Dieppois se rapprochent encore un peu plus d'une montée qui leur tend les bras. Et évidemment, la célébration est de mise entre les différents joueurs harans. Alexander Borja qui peut féliciter son buteur. Les Dieppois qui vont avoir une situation derrière de doubler la marque avec l'entrant Godfried Kitenge qui réussit un bon contrôle au point de pénalty et qui enchaîne derrière 2-0 pour les Dieppois. C'en est terminé du suspense dans cette rencontre. Les Dieppois qui vont s'imposer, qui vont craindre d'encaisser un but, mais qui vont bel et bien réussir un clean sheet. La montée attendra.
Nos caméras étaient présentes ce week-end au stade Jean Dasnias. On a capté pas mal de petits moments. Alors ce que je vous propose, c'est de découvrir notamment les réactions de Djilali Bécart, d'Enzo Bevin, de Florent Vasseur et de découvrir aussi quelle était l'atmosphère dans un stade Jean Dasnias où 1504 personnes, très exactement, s'étaient massées. C'était une première mi-temps compliquée où on n'a pas forcément mis tous les ingrédients. Je pense qu'il y avait quand même des bonnes choses en première mi-temps, mais on doit mieux faire. En deuxième mi-temps aussi c'était compliqué, mais on a réussi à trouver la faille avec Quentin Stocké qui nous obtient un penalty. Donc après derrière on a plus d'espace et on s'est créé quelques situations. Donc dommage qu'on n'ait pas mis plus de buts, mais on met quand même le deuxième. Et non, c'est une satisfaction parce que déjà on refait un clean sheet en tant que défenseur, voilà. Mais non, c'était un match compliqué, on savait, même s'ils avaient des absents, on savait que ça allait être compliqué et on l'a vu, mais on a répondu présent tout simplement. Et il est là, le défi que nous on a, c'est de garder cette exigence dans ce qu'on fait. On en a parlé cette semaine. Et ça vous appartient. À hasard ou coïncidence, le match correspond à l'année dernière quand nous on est venu avec Saint-Lô, ici. Et regardez la détermination que vous aviez pour nous battre. Alors que vous jouiez le maintien. Quand bien même, ils se disent peut-être qu'il n'y a rien, c'est fini. Ça, il faut que ce soit clair et net, c'est terminé en fait. Mais la seule chose qu'ils ont dans leur tête, c'est de nous battre. Et ça va être ça, plus on va avancer. Ça veut dire que c'est notre faculté à nous, d'avoir de l'appétit. Est-ce que nous, aujourd'hui, on est capable de se dire, on en veut plus? Comment toi tu as préparé cette rencontre, là ce qu'on voit dans les images, qu'est-ce que tu essaies de mettre dans la tête de tes joueurs? C'est cette constance mentale de performer semaine après semaine. C'est le plus dur en fait. C'est vrai qu'avec l'écart qu'on a creusé, on aurait pu baisser un petit peu le rythme, la motivation, mais c'est d'être ambitieux, d'être compétiteur. C'est un mot qu'on entend souvent autour des terrains, mais c'est surtout de leur matérialiser cet esprit de compétition par les petits détails. Aujourd'hui, on savait qu'on allait jouer une équipe qui avait plus rien à jouer, si c'était de nous faire tomber. Entre la montée, la série d'invincibilité, à domicile. Ça fait plein de choses qui peuvent trotter dans la tête des joueurs. Exactement, et c'est d'essayer d'organiser les choses, et c'était ce que j'essayais de leur expliquer, c'est que à travers tout ça, en fait, c'est de le transformer en une notion de plaisir. Il y a une grande attente. Je ne sais même pas combien on était, c'était une ambiance de dingue aujourd'hui. Voilà, c'est de jouer avant de profiter, ce qui est pas simple. Parce qu'on a envie, on a beaucoup travaillé, on sort de l'hiver, il fait beau. C'est en jouer. Donc c'était ça, c'est trouver une forme de légèreté dans le discours et en même temps de connecter les joueurs sur certains principes par rapport à ce que l'adversaire aussi peut proposer. Cette saison que vous êtes en train de vivre, comment toi t'expliques que le FC Dieppe soit à ce niveau de performance? Parce qu'il me semble que dans toutes les autres poules de N3, il n'y a pas une équipe qui écrase son championnat comme vous. C'est quoi les recettes? C'est le travail. Ouais. Après, l'ambiance dans le groupe, puis après ça marche à la confiance aussi. Quand on a les bons résultats, il y a la bonne entente, ça marche sur le terrain. Ouais. Djilali Bécart, forcément, a apporté sa patte dans ce groupe-là. Ouais, c'est sûr, l'exigence. Qu'est-ce que tu peux me dire sur lui justement? Toujours exigeant envers les joueurs, même à 1, 2, 3-0, il va toujours être exigeant. Même dans tout ce qui est soin, dans tout ce qui est hygiène de vie. Hygiène de vie, pas forcément en fait, c'est plutôt être là pour nous quand même. Même s'il ne le montre pas directement, mais nous on sait que derrière il fait des choses pour nous, donc ça c'est important, on le sait. Rendez-vous donc la semaine prochaine, nous serons de retour au stade Jean Dasnias avec l'espoir cette fois-ci de vous faire vivre officiellement la promotion du FC Dieppe en N2. On continue donc dans ce débrief, on se tourne désormais vers le groupe C avec des rendez-vous d'importance. On commence tout de suite par les matchs qui ont concerné l'AF Virois à domicile et le FC Saint-Lomanche en déplacement du côté de Milizac.
L'AF Virois n'a finalement pas eu gain de cause et n'a pas rejoué son match contre Milizac la semaine dernière. Pas de joker donc dans la course à la première place pour les joueurs de Robin Théo qui face à Plabennec, l'avant-dernier du classement, vont se faire quelques frayeurs. La première sur cette frappe non cadrée bien accompagnée par Louis Deschâteaux. Derrière, c'est Matteo Mendy, le meilleur buteur du groupe de National 3 qui est tout proche de marquer. La délivrance, elle va venir des pieds d'Hugo Bretagne. La belle frappe qui heurte le montant avant de rentrer l'ancien joueur de l'AS Château à la 18e minute qui permet à l'AF Virois de prendre les devants. On rappelle les enjeux du match. Vire peut revenir à hauteur de Guingamp en tête du classement si Vire s'impose et que dans le même temps les Bretons s'inclinent. Derrière l'ouverture du score, il y a ce but assez peu commun avec Yaya Mkwadjabi qui réussit à lober un Louis Deschâteaux qui apprécie mal la trajectoire du ballon. Louis Deschâteaux qui va avoir l'occasion de se rattraper quelques instants plus tard avec cette belle parade sur son côté. Les Virois qui reprennent l'avantage à la 35e minute par l'inévitable Matteo Mendy. Évidemment, Matteo Mendy au sommet de son art qui permet à l'AFV de ne pas trop douter. Ils n'auront perdu leur avantage finalement que l'espace de 10 minutes seulement. Les joueurs de Plabennec sont venus jouer crânement leur chance au stade Pierre-Comte et ont quelques situations, même si les Virois, à l'image de cette tentative de Robin Legendre, sont proches à quelques reprises de mettre le troisième but. Matteo Mendy qui passe tout près du doublé mais là qui manque son contrôle, qu'à cela ne tienne. Victoire précieuse de l'AF Virois et Guingamp s'étant incliné dans le même temps. Revoilà à nouveau Vire co-leader du championnat avec 39 points à 5 matchs de la fin de la saison. Lanterne rouge du groupe C, le FC Saint-Lomanche est malheureusement plus près du Régional 1 que du maintien en National 3 lors de se déplacer à Milizac, mais ce sont bien les Manchois qui vont être les mieux dans la partie en première période et multiplier les situations. Le gardien de Milizac, Clément Hannet, fait des miracles alors que Milizac espère encore se rapprocher des sommets. Pourquoi pas monter en National 2 en fin de saison, mais vous le voyez, le gardien breton fait des miracles. De miracles, il ne pourra pas en faire en revanche sur un éclair de génie signé Lassine Fofana à la 24e minute. La frappe enroulée qui fait mouche et les Saint-Lois récompensés de cet excellent début de match qui malheureusement vont se faire reprendre sur un penalty. Théo Guy ne peut pas faire de miracle au cage et la légalisation de Raphaël Mourdi. Les Saint-Lois qui n'ont pas vraiment de réussite en deuxième période, qui touchent le poteau sur cette situation et qui en plus derrière vont à nouveau concéder un penalty face à Raphaël Mourdi, auteur d'un doublé. Une histoire de penalty puisque en fin de match, ce match justement que les Saint-Lois ne méritaient pas de perdre, ils vont en récupérer un point en obtenant le match nul sur ce penalty transformé par Baptiste Fleury. Un point pour le FC Saint-Lô en déplacement. Une victoire, un match nul, de bons résultats. Si Vire fait la bonne affaire, le FC Saint-Lô malheureusement reste en queue de peloton. On découvrira ça tout à l'heure lorsqu'on fera le bilan. On continue dans ce groupe C avec un rendez-vous capital pour le FC Flers du côté de Vannes. Thomas Bèze nous raconte cette rencontre. Le FC Flers se déplace au Vannes Olympic Club. La donne est simple pour les joueurs de Tony Rouillon, c'est une victoire obligée pour engranger des points et se sortir de la zone rouge. Et la première occasion est à mettre aux joueurs locaux. La réponse des Flériens avec ce ballon dans la surface de réparation. Il est tout seul devant le but, mais malheureusement sa frappe qui n'est pas cadrée. Et on se demande encore comment le FC Flers n'a pas ouvert le score sur cette occasion. Et juste avant la mi-temps, c'est la punition avec la transformation de Vincent Morand à bout portant face à Valentin Prevot qui est impuissant. Ouverture du score juste avant la pause, 1-0. Au retour des vestiaires, Vannes qui continue d'attaquer et qui aurait pu prendre 2 buts d'avance avec cette tête qui passe juste au-dessus. Puis quelques minutes plus tard, un nouveau centre qui cette fois va venir de la gauche. Le centre qui est repris de la poitrine et c'est le poteau qui repousse le ballon. 2 gros avertissements pour le FC Flers qui va repartir de l'avant et qui va obtenir un penalty juste après lors de jeu. Et c'est Ralph Coteuil qui s'élance et qui le transforme. 1 but partout, 66 minutes de jeu. Les deux équipes de nouveau à égalité, dos à dos. Le penalty est parfaitement exécuté, le contre-pied est parfait. Evan qui va se procurer une nouvelle occasion sur coup de pied arrêté avec ce ballon qui est repoussé par l'arrête. Et décidément ce sont les coups de pied arrêtés qui vont être décisifs dans cette partie avec un corner qui est parfaitement repris par Léon Valentin. La 87e minute de jeu, le défenseur qui donne l'avantage à son équipe.
dans un moment ultra décisif. La course est parfaite, la finition l'est tout autant. Une dernière occasion peut-être sur corner avec le gardien de Vannes qui est monté. Il y a un duel de gardiens dans la surface de réparation. Mais Valentin Prevost récupère le ballon. On en restera là. Victoire importante pour le FC Flers. La belle victoire du FC Flers qui va donner de l'espoir et beaucoup de baume au cœur aux joueurs de l'Orne avant de recevoir Lannion le week-end prochain. Il y aura effectivement un enjeu impératif de s'imposer. Encore une fois, le FC Flers qui reste malgré tout relégable à l'issue de cette journée. Il reste un groupe et pas des moindres, le groupe D, celui où on a le plus de pensionnaires normands. Ce week-end, il n'y avait qu'un derby 100% régional, le duel entre l'AG Caen et l'US Alençon que nous raconte à nouveau Thomas Bèze. Pour l'unique derby normand de ce week-end, l'US Alençon se déplace chez la Lanterne Rouge, l'avant-garde Cannes Football, déjà condamné à la relégation en Régional 1. Et le premier frisson est à mettre au crédit des Alençonnais avec cette frappe qui est détournée par Anthony Barry. Quelques minutes plus tard, c'est sur un long ballon que Hakim El Amdaoui prend le meilleur sur Franck Mefouma, résiste à la défense cannaise et enchaîne un contrôle frappe qui ne laisse aucune chance à Anthony Barry. Ouverture du score, donc 1-0. Quelques minutes plus tard, c'est un magnifique coup franc de Romain Gossenet qui remet les deux équipes à égalité. Romain Gossenet qui laisse Romain Enquincan sans aucune chance, qui reste sur ses appuis. Magnifique réalisation de l'attaquant canet. Mais au retour des vestiaires, les Alençonnais qui accélèrent et il n'aura fallu que 3 minutes pour Amaury Tessier et les siens pour reprendre l'avantage. 48e minute de jeu, 2-1 pour Alençon après ce ballon contré. La reprise en première intention d'Amaury Tessier à bout portant, libre de tout marquage. 2-1 donc pour Alençon dès le retour des vestiaires. Et après l'heure de jeu, c'est à nouveau Hakim El Amdaoui que l'on trouve dans la surface de réparation. Et à l'image de son premier but, l'enchaînement est parfait. Contrôle poitrine, reprise demi-volée qui ne laisse aucune chance à Anthony Barry à bout portant. 3-1 et un doublé pour le numéro 9 alençonnais. Donc Hakim El Amdaoui, 2 buts dans cette rencontre. Et la réaction cannaise quelques minutes plus tard qui est bien trop timide et qui n'inquiétera pas Romain Quincan. Dans les dernières minutes, on trouve Théo Bolavon qui prend appui sur Hakim El Amdaoui. Hakim El Amdaoui qui se transforme en passeur puisque Théo Bolavon qui vient marquer son but à la 85e minute de jeu et qui vient tromper Anthony Barry. 4-1 pour l'US Alençon qui fait le plein de points et qui peut respirer. On va le voir dans quelques minutes avec Aurélien sur le classement. En tout cas, dans cette rencontre, dans ce derby, on en restera là. Victoire donc des hommes de Vincent Legnaud sur le terrain de Venoy, 4-1. Ouais, l'US Alençon qui se rapproche du maintien. C'était assez mal embarqué à la fin de l'année civile 2024. Il y a eu un sacré redressement pour les joueurs de l'Orne, bien partis donc pour renouveler leur bail. Il y a eu évidemment beaucoup d'autres matchs ce week-end dans ce groupe, notamment le déplacement du US Udif Cabourg du côté de Borgo, mais également la réception par le CMS Wassel de la réserve du SC Bastia, le CMS Wassel qui en cas de victoire pouvait notamment prendre la 2e place du classement. Ce que je vous propose, c'est de découvrir tous les autres matchs pêle-mêle. Le S Udif Cabourg se déplace chez le leader corse, le FC Borgo, pour cette 21e journée, un match au sommet. Malheureusement, nous n'avons pas toutes les images de cette rencontre, mais on remercie Paul Gestin de nous avoir fourni quelques vidéos pour illustrer. À la mi-temps, ça fait 1-0 pour les Corses. On écoute Philippe Clément. C'est top, parce que quand je vois les situations qu'on a pu avoir, malheureusement, c'est vrai qu'on a échoué un peu dans cette dernière phase ou sur la finition, mais dans l'ensemble, tout ce qu'on a fait, c'est très cohérent. Malheureusement, les Divets qui ne vont pas combler le retard et repartiront de Corse avec une défaite 1-0.
Duel au sommet au stade Marcel Billard, le CMS Wassel qui reçoit la réserve du SC Bastia avec la possibilité en cas de succès de dépasser son adversaire du soir. Et vous allez le voir, ça va très bien commencer pour les Océliens avec cette superbe reprise très bien équilibrée par Ibrahima Samoura, décidément en grande forme, l'ancien joueur de l'ESM Gonfreville qui vient de marquer lors de ses 3 dernières rencontres, qui porte son total de buts à 9 depuis le début de la saison et qui met les hommes de Dramandilin sur de bons rails. Derrière, ça va évidemment être un petit peu plus compliqué face à une réserve bastiaise déterminée à revenir. Il y a d'abord cette parade, vous venez de la voir, signée Steven Yabouzélé, et les Océliens qui vont tenter de doubler la mise mais qui vont eux aussi buter sur le portier corse, une partie qui va voir les vagues blanches se succéder et Yabouzélé réaliser de grandes parades ici. On n'est pas loin d'assister encore en première période à l'égalisation du SC Bastia. Quelques miracles aussi des fois quand le gardien de Wassel n'est pas là. Ce sont les joueurs du SC Bastia qui manquent de précision. Nouvel arrêt de Yabouzélé et la défense du CMS Wassel qui défend comme elle peut mais qui jusqu'au bout de cette partie va préserver son avantage, bien aidé par un gardien auteur d'une superbe performance. Il y a ce dernier corner à vous montrer, ce n'est pas cadré. Le CMS Wassel qui s'impose 1-0, le CMS Wassel qui passe deuxième de la poule D de National 3. La réserve du Stade Malherbe de Caen se déplace à Saint-Ouen-l'Aumône et ce sont les joueurs franciliens qui vont prendre les commandes de cette rencontre à la 36e minute de jeu par Ousmane Diane qui reprend le ballon de la tête après l'arrêt de Issa Karakodio sur ce coup franc bien tiré qui cherchait la lucarne. Le premier arrêt, on ne sait pas trop si c'est le gardien du Stade Malherbe ou le poteau. En tout cas, ça fait 1-0 pour Saint-Ouen. Et il faut attendre les dernières minutes de cette rencontre avec l'égalisation de Ilyas Miraoui à la 86e minute de jeu. Et qui remet les deux équipes donc à égalité. On va revoir ce ballon très bien repris en première intention. La frappe est croisée. Et le but de Ilyas Miraoui qui permet donc au Stade Malherbe de repartir de Saint-Ouen avec le point du match nul. Après s'être lourdement incliné face au leader, le FC Borgo sur ses terres, le Grand Queville FC, toujours relégable dans ce championnat, avait un gros défi à affronter, le déplacement périlleux du côté de l'Inas Montlhéry. Ça va mal commencer dès la 10e minute avec le but d'Alexandre Séné qui place d'ores et déjà les Tangos dans une position délicate. Les Tangos qui en deuxième période vont malheureusement s'écrouler, ne pas réussir à revenir au score et encaisser 2 nouveaux buts. Le premier signé de Sandy Nzizi Mbala à la 52e minute, ce même Mbala qui d'ailleurs dans la foulée, quelques instants plus tard, on revoit son premier but, quelques instants plus tard va s'offrir sur penalty le but du 3-0, lourde défaite pour le Grand Queville FC en déplacement, le Grand Queville FC plus que jamais menacé par un retour en Régional 1. Dans un cadre idyllique, les postiers se déplacent chez la réserve de l'AC Ajaccio et c'est Léo Hamel qui va montrer la voie dès la 37e minute de jeu avec l'ouverture du score suite à un corner repris en second temps, une première tête et la reprise à bout portant de Léo Hamel qui vient tromper le gardien et permettre au PTT Caen de mener, mais au retour des vestiaires, les Corses qui vont égaliser suite à un penalty. Le contre-pied est parfait de Ryan Contena qui remet donc les deux équipes à égalité. Un but partout dès le retour des vestiaires. Dès lors, les deux équipes auront l'occasion de repasser devant. Les premiers sont les postiers avec cette reprise qui frôle le cadre de quelques centimètres. Et en toute fin de rencontre, il y aura une occasion pour les joueurs d'Ajaccio avec cette reprise qui est dégagée tant bien que mal. Et le ballon qui va revenir, mais ce n'est pas cadré. On en restera là, score de parité entre les deux équipes, 1 partout. Des matchs nuls, des victoires, mais aussi malheureusement des défaites. Ça a pas mal bougé en National 3 dans le groupe D. Ça a pas mal bougé à tous les étages. Donc je vous propose, comme d'habitude, de faire le bilan du week-end en N3.
Et voilà un week-end qui fait plaisir en National 3 dans le groupe C avec les victoires de l'AF Virois et du FC Flers sur le même score de 2-1 et le match nul du FC Saint-Lô chez une équipe du haut de tableau Milizac. Ça ne fait pas avancer les Saint-Lois, mais ça ne fait pas non plus avancer Milizac qui compte désormais 5 unités de retard sur le duo de tête formé par Guingamp et Vire. Attention à la réserve de Lorient qui finit cette saison comme un boulet de canon. Les Lorientais qui ne sont qu'à 2 points des sommets. Le FC Flers reste en lice pour décrocher son maintien. 3 unités de retard chez sa victime du week-end. Le FC Saint-Lô reste à 7 points de la ligne de flottaison. Ce sera compliqué pour les Saint-Lois qui tenteront d'enchaîner à domicile contre la réserve de Rennes. Flers jouera un match importantissime à domicile contre Lannion. Dans le même temps, Vire tentera de glaner 3 points du côté de l'US Fougères. Dans le groupe D, la victoire du week-end est évidemment celle de l'US Alençon dans le derby normand sur le terrain de l'Avant-Garde Cannaise. 4-1. La victoire précieuse du CMS Soissel 1-0 est évidemment à souligner. Match nul pour Malherbe en déplacement à Saint-Ouen-l'Aumône. Défaite de Div Cabourg 1-0 sur le terrain de Borgo. Défaite 3-0 du Grand Quevilly également. Bref, vous avez vu tous les résultats. Au classement, le CMS Soissel est donc la deuxième force du plateau, désormais à 10 points désormais du FC Borgo. Le SU Div Cabourg se retrouve en 5e position. La réserve du stade Malherbe en 6e place dans la deuxième partie du tableau. À la lecture de ce qui s'est passé dernièrement et la mise à jour du classement eu égard au déboire de l'Avant-Garde cannaise, les Cannais sont officiellement relégués en Régional 1 et ça s'est creusé. Ça va être compliqué pour la SPTT Caen, le Grand Quevilly FC et l'AS Chatou, tous distancés. Beaucoup de matchs à domicile la semaine prochaine. La réserve de Malherbe qui accueille le leader Borgo, le Sudif Cabourg reçoit le Salinas Montlhéry. 2 derbys normands au programme, GQFC Wassel, l'US Alençon ASPTT Caen, le duel de la dernière chance sans doute pour les postiers. L'Avant-Garde cannaise de son côté recevra l'AS Saint-Ouen-l'Aumône. Enfin dans le groupe E, la victoire 2-0 du FC Dieppe face au Pays du Valois qui ne suffit pas à monter en raison de la victoire sur le même score de la réserve du LOSC mais avec 13 points d'avance sur son dauphin à 5 journées de la fin. C'est simple, les Diepois, lors de la prochaine journée, devront faire au moins aussi bien que les Lillois pour valider leur montée. Si Lille s'impose, il faudra s'imposer. Si Lille fait match nul, eh bien, il faudra faire match nul. Et si Lille perd, les Diepois n'auront même pas besoin de calculer. Rendez-vous donc la semaine prochaine contre Charleville, pris les Mézières, avec la possibilité donc de décrocher une montée historique en N2. Ça n'a pas beaucoup bougé en N2 pour ce qui est du classement des buteurs. En revanche, il y a eu du mouvement en National 3. Je vous propose tout de suite de découvrir ça avec le classement des buteurs. Avec 2 buts seulement marqués par nos clubs normands ce week-end en National 2, évidemment le classement des buteurs n'a pas énormément évolué. Zourab Sopromadze et Thierry Lemaître ont inscrit leur 4e but ce week-end. Ils sont ensemble au 6e rang d'un classement toujours nettement dominé par Noam Upemba devant le duo Idrissa Seydi-Mickaël Latour. En N3 en revanche, ça a beaucoup bougé. Matteo Mendy a accentué son avance. Quentin Stockley est désormais le 2e homme. Hakim El Hamdaoui a rejoint Adama Sidibé à la 3e place avec 12 réalisations. 10e but pour Baptiste Fleury, 9e pour Ibrahima Samoura. Enfin, de son côté, Amaury Tessier a inscrit son 8e but. Le voilà à hauteur du Diepois, Yann Ateba. Eh bien nous voilà déjà à la fin de cet épisode 21, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour le 22e numéro, on espère, comme on vous le disait, vous faire vivre un grand moment du côté du stade Jean Dasnias. Après si c'est pas pour ce week-end, ce sera imminent, inévitablement, puisque le FC Dieppe touche au but dans son groupe. Il y aura d'autres rendez-vous évidemment capital, on suivra notamment les destinées de l'AF Virois, du CMS Wassel, mais aussi on suivra ce qui se passera en National 2. Bref, vous en avez l'habitude, le débrief se poursuit jusqu'à la fin du championnat. Merci à Thomas Bèze, merci à toutes les personnes qui ont rendu encore une fois cet épisode possible. Et moi je vous dis une seule chose, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Allez, salut!